Fil PM. Paranormal. The flying disc has been found. El mítico Chupacabras. Les enquêtes de Christian Page. Salut Christian Page. Salut Bernard. Écoute, c'est un bon programme que tu nous proposes. Absolument. Et on va y aller avec Cuba. Tiens, parce que on aurait une piste pour expliquer ce pourquoi tant de diplomates américains, mais même canadiens aussi, auraient subi des lésions cérébrales pour une raison encore inconnue lorsqu'ils servaient à Cuba là, comme diplomates. À la Havane, exact. Et c'est fort intéressant parce que c'est une étude qui vient d'être publiée. En fait, c'est un papier scientifique qui vient d'être publié par un groupe de chercheurs en sécurité et en vie privée de l'Université du Michigan. Et donc, si on dit, bien sûr, vie privée, sécurité, tu comprendras que ces gens-là sont un peu doublés de spécialistes en informatique parce que maintenant, tout passe un peu par l'informatique et la surveillance par les systèmes, les systèmes électroniques. Alors, ces gens-là publient un article en disant, on a peut-être une piste pour cette histoire de diplomates qui auraient souffert de différents maux, comme tu l'as mentionné, et qui plus est, des maux qui, au départ, allaient, on sait que ces événements-là se sont produits à partir de 2016, donc de 2016 à 2017. On parle d'une vingtaine d'employés de l'ambassade américaine. Tu as mentionné également quelques diplomates canadiens. Et ces mots allaient de simples bourdonnements dans les oreilles à des nausées, allant jusqu'à des migraines carabinées. Et ces mots n'étaient pas simplement imaginaires, puisqu'une étude a été publiée il y a quelques semaines à peine par un groupe de chercheurs de l'Université de la Pennsylvanie. Tu t'en rappelles, on en avait parlé. Et ces chercheurs ont démontré très clairement que nos victimes en question présentaient des lésions cérébrales, comme celles que l'on retrouve chez des gens qui auraient subi des traumatismes crâniens. Oui. Or, ces gens-là n'avaient aucun historique de traumatisme crânien. Alors, de quoi parle-t-on ici? Et depuis que ces événements ont été rapportés dans la presse, encore une fois, je le mentionne, 2016-2017, il y a eu toutes sortes d'hypothèses qui ont été proposées. Et là, on se croirait sorti tout droit d'un roman de Hergé, l'affaire Tournesol, oui, avec l'arme sonique et des trucs comme ça. Et voilà que ces chercheurs arrivent en disant, finalement, nos fameux diplomates n'ont peut-être été victimes seulement que d'un accident d'ultrasons. De quoi? Un accident d'ultrasons. Et là, écoute, c'est quand même surprenant, mais en même temps, c'est pas fou. Et je t'avouerai que quand j'ai lu cet article, il y a des trucs que j'ai appris là-dedans que j'ignorais complètement. Par exemple, aucune attaque n'a ciblé directement l'ambassade. Tous les maux sont survenus à la résidence d'un ambassadeur américain en poste à La Havane ou dans 2 hôtels de La Havane, hôtels où il y a bien sûr des chambres, des appartements qui sont offerts par le gouvernement cubain aux employés de l'ambassade des États-Unis. Donc, tu comprends, toutes ces attaques sont survenues dans des locaux qui sont en partie gérés par le gouvernement cubain. Okay, alors, et ça, j'ignorais, j'ai un peu été surpris d'apprendre ça. Et là, ce que ces chercheurs émettent comme hypothèse, c'est que comme ce sont des locaux qui sont, en fait, en quelque part, la propriété du gouvernement de Cuba, oui, ces emplacements pourraient être simplement, on pourrait avoir placé dans ces emplacements des micros de surveillance. Ben oui, j'allais dire, c'est sous-écoute, c'est bien clair. Et d'ailleurs, un ambassadeur américain a dit, écoutez, la résidence officielle de l'ambassadeur américain à La Havane, on n'a jamais trouvé des micros, mais on est certain qu'il devait en avoir partout dans la maison. Et là, voilà que ces chercheurs arrivent en disant, voilà, lorsque l'on place 2 micros trop près l'un de l'autre, ces micros émettent des ultrasons. Et là, il peut y avoir, en fait, une sorte eux appellent ça une intermodulation dans l'ultrason et qui va provoquer un bruit qui est pas toujours audible, mais qui éventuellement, parce qu'il faut savoir que l'oreille humaine entend des sons entre 20 Hz et 20 000 Hz. Lorsque des sons sont juste en dessous de ça ou au-dessus de ça, notre oreille ne l'entend pas, mais ces sons sont présents dans l'environnement et ça peut nous déranger et entraîner des maux et des troubles comme ceux observés. Mais j'allais dire, Christian, qu'il ne l'ait pas entendu, c'est une chose. Qu'il n'ait pas senti la douleur, c'en est une autre. Ouais, voilà. Et on va revenir avec ça. D'abord, ce que je vais te faire entendre, c'est que les chercheurs de l'Université du Michigan, parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces diplomates... Tu vas pas nous faire entendre ce qui a causé les lésions pour qu'on se retrouve tous avec des lésions? Oui, mais j'ose espérer... Les pauvres auditeurs, eux autres, là. Nous autres, à la rigueur, qu'on se sacrifie pour la science, c'est bien, mais les auditeurs... Mais ça va se faire sans mal quand même, parce que ça sera pendant quelques secondes à peine. Donc, les chercheurs de l'Université du Michigan, en regardant un peu parce qu'il faut savoir que beaucoup de ces diplomates, puis encore une fois, on le mentionne, il y a eu également des diplomates de l'ambassade canadienne.
Si on prend ces gens-là ont souvent rapporté que quelque temps avant ces troubles, ils avaient entendu une espèce de modulation dans l'air, une sorte de bruit strident. Donc, les chercheurs de l'Université du Michigan ont réussi à reproduire ce bruit en faisant ce qu'ils appellent cette intermodulation entre les ultrasons. Et je te fais entendre pendant une quinzaine de secondes à quoi ça peut ressembler. Un bruit d'ailleurs qui a été reconnu par les gens de l'ambassade à qui on a fait entendre, qui ont dit c'est exactement ce que l'on a entendu. Alors, je te laisse ça pendant 15 secondes. Oui. Bien sûr. C'est désagréable en maudit. Là. Voilà. Donc, ce bruit, on a un peu l'impression d'entendre le saut d'un grillon par une belle nuit d'été. Donc, ça ressemble à ça. Ben oui. Évidemment, la problématique ici, et les chercheurs le reconnaissent, c'est que les ultrasons, même s'ils sont les ultrasons ou les infrasons, alors lorsqu'ils sont juste à la base de ce qui est audible pour l'oreille humaine, peut créer des maux, des troubles un peu cognitifs, peut entraîner, par exemple, des nausées, des étourdissements, mais ça ne crée pas des lésions cérébrales. Mais non. Alors, les chercheurs, eux, émettent une autre hypothèse en disant certains de ces appareils pourraient communiquer avec les services au sol. Donc, imaginons, par exemple, un corps qui ferait de l'espionnage. Il pourrait avoir placé ces appareils. Les appareils émettraient des ultrasons, bien sûr, pour faire cette surveillance, mais pourraient communiquer à distance en émettant des micro-ondes. Or, si les ultrasons ou les infrasons ne provoquent pas de lésions cérébrales, en revanche, les micro-ondes, elles, peuvent le faire. Alors, on est beaucoup plus maintenant dans cet aspect-là. Évidemment, tu comprendras que maintenant que les autorités cubaines ont eu la puce à l'oreille, sans faire un mauvais jeu de mots, tu comprendras qu'ils vont probablement désactiver ces systèmes et ne reconnaîtront jamais qu'ils avaient placé la résidence de l'ambassadeur américain sous surveillance ou encore les hôtels où logeait le personnel. OK. Donc, dans le fond, l'avancée, là, dans notre compréhension de ce qui a pu se passer, c'est que ça n'aurait pas été une attaque concertée là, par une mécanique ou une technologie là, visant à faire du mal à ces diplomates-là, c'est qu'ils auraient été tout simplement sous écoute et par une espèce de phénomène là, de conjonction d'ultrasons ou d'infrasons avec des micro-ondes, il y aurait eu dans ce mélange toxique-là, là, à un moment donné, un effet sur le cerveau des personnes. Exactement. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été fait de manière volontaire, c'est plutôt accidentel dû à une mauvaise manipulation des équipements d'écoute. Mais si tel est le cas, comme je l'ai mentionné, c'est certain que la Havane ne reconnaîtra pas son implication dans l'affaire. Bon. Ben, on avance. Ben oui, donc déjà... sauf que les lésions sont tellement importantes. Parce que c'est très grave ce qu'ils ont eu, là, les séquelles physiques sont très importantes, là. Écoute, quand on le sait, ne serait-ce que dans le domaine du sport, on sait quelles sont les conséquences de traumatismes crâniens répétitifs. Bon. Alors, tu comprendras que, bien sûr, ces ambassadeurs, s'ils souffrent de maux semblables à ceux d'un joueur de football, on comprend que ces gens-là soient inquiets de leur avenir. Là, j'ai un petit mal de tête, là. J'ai mal à la tête. C'est pas tes espèces d'ultrasons que tu viens de faire. J'espère que non. Je reconnais ça. Là. Quand je te lave à Radéro, j'ai entendu ça, ce maudit son-là, moi, dans mon hôtel à Cuba. Bon, c'est ça qui arrive. J'étais sous écoute. Bon, OK, on va arrêter de dire des niaiseries. On va s'arrêter, puis au retour, on va parler de l'encelade. OK. Hein, l'encelade. Oui, un beau candidat pour la vie extraterrestre. La vie extraterrestre. Dans un instant. De retour avec Christian Page pour la chronique insolite. Dis-moi, Christian, l'encelade, d'abord, rappelle-nous ce que c'est que l'encelade. Encelade, c'est une des nombreuses lunes de la planète Saturne. Hein? C'est assez amusant parce que quand j'étais jeune, on nous disait Saturne avait 16 ou 18 lunes. Aujourd'hui, avec l'exploration spatiale, on en compte près de 200 satellites artificiels autour de Saturne. Et Encelade, c'est une sonde qui a été lancée par la NASA en 1997. Elle portait le nom de Cassini-Huygens. Et la sonde s'est mise en orbite dans le système saturnien
dernier, si je peux dire, en 2005. Et là, la sonde s'est séparée en deux. Un atterrisseur, la partie Huygens, s'est posé sur l'une des lunes de Saturne, la lune Titan, et l'autre, Cassini, qui était l'orbiteur, lui s'est promené entre les nombreux satellites. Et puis, après une mission de 12 ans, le 15 septembre 2017, Cassini est entré dans l'atmosphère de Saturne où il s'est détruit. Oui, c'est ça. Et au cours de cette exploration, bien sûr, une exploration de 12 ans, les informations que la sonde a transmises aux scientifiques de la NASA est absolument stupéfiante. Et on a localisé dans ces nombreuses lunes de Saturne, on a localisé une lune, entre autres, Encelade, qui est l'une des plus grosses lunes de la planète, mais quand même plus petite que notre propre Lune. On a découvert que cette Lune était recouverte d'une couche de glace. Et non seulement elle était recouverte d'une couche de glace, mais on pouvait observer à sa surface, parfois, des geysers d'eau liquide qui grimpaient jusqu'à 200 kilomètres au-dessus de la surface. Alors, évidemment, qui dit eau à l'état liquide dit peut-être de la vie. Alors, en 2008, entre autres, on a placé sur orbite la sonde Cassini pour qu'elle traverse l'un de ces geysers liquides et elle a colligé de l'information. Elle est passée seulement à 48 kilomètres d'altitude de la surface d'Encelade. Et lorsqu'elle a comme reniflé, si je puis dire, cette eau qui s'échappait d'Encelade, on a remarqué, dans un premier temps, que c'était bel et bien une composition d'eau liquide, de l'eau salée, mais on a également découvert dans cette eau des particules de méthane. Or, les particules de méthane peuvent être à la fois une composition née, en fait, d'une réaction chimique entre l'eau salée et les minéraux, mais pourraient également être un résidu d'une vie bactériologique. Oh. Alors, évidemment, à partir de ce moment-là, tu comprends que la course était lancée. Est-ce que Encelade serait une planète, en fait, un satellite qui pourrait être propice à l'apparition ou à tout le moins abriter une forme de vie? Bien sûr, on ne parle pas d'une vie évoluée, élaborée comme la nôtre, mais peut-être une vie microbiologique, là, oui. Tu sais, quelque chose. Oui. Alors, des scientifiques se sont penchés là-dessus, et là, voilà qu'un papier vient d'être publié par l'Université de Vienne, et les scientifiques nous apprennent, en fait, qu'il pourrait, non seulement il pourrait y avoir de la vie sur Encelade, mais très facilement y avoir de la vie sur Encelade. Et les particules, les micro-organismes qui vivraient sur Encelade pourraient peut-être être déjà en partie, ou à tout le moins leurs cousins, être présents chez nous. Parce que les scientifiques ont regardé un type particulier de micro-organismes qui s'appelle les archées. Or, ces archées, ce sont, comme je l'ai mentionné, des petits micro-organismes unicellulaires, mais qui sont extrêmement vigoureux. On en retrouve, par exemple, à peu près partout sur la Terre, dans des conditions extrêmes. On en trouve même dans les profondeurs de l'océan, à plus de 1000 mètres de profondeur. Et ces micro-organismes vivent littéralement dans des cheminées thermales. Et ce qu'ils font, ils consomment l'hydrogène qui est produite dans l'eau, la consomment et rejettent du méthane. Okay. Et ça pourrait être ce méthane qu'on aurait retrouvé ou repéré dans les geysers d'eau qui s'échappent dans ce lac. Tu comprendras que les scientifiques restent très prudents en disant on ne dit pas que le méthane repéré est celui de micro-organismes, mais il pourrait. En fait, maintenant, on a des données scientifiques, une étude rigoureuse qui vient confirmer cet élément en disant ça pourrait être ça. Donc, c'est un élément de plus dans la boîte à outils des chercheurs qui sont intéressés par cette idée de peut-être déceler de la vie extraterrestre sur Encelade. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, la mauvaise nouvelle, c'est que, il y a une mauvaise nouvelle là-dedans, c'est qu'en ce moment, la NASA a toutes sortes de projets sur la table, mais dans son livre de programme, elle n'a pas à court ou à moyen terme une nouvelle mission d'exploration d'Encelade. Donc, rien de tel n'est prévu pour les 10 prochaines années. Donc, s'il existe de la vie sous la surface de glace d'Encelade, il faudra encore être patient avant qu'on ait les moyens d'aller récupérer un échantillon et avoir une preuve définitive. Bon, très bien. Alors là, écoute, il nous reste 30 secondes pour informer notre public que selon le bureau du premier ministre nippon du Japon, donc Shinzo Abe, communiqué officiel, il n'y a pas d'OVNI au Japon. Voilà. Il y a des Godzilla. Oh oh! Hein? On est assez fort, toi? Godzilla, made in Japan, oui. Mais
pas d'OVNI. Voilà, tu as tout à fait raison. En fait, c'est la réponse officielle du bureau du premier ministre japonais, Shinzo Abe. En fait, le bureau a répondu à une question qui avait été posée par un membre de la chambre basse du Parti démocrate, qui est l'opposition. Et l'un de ses membres, Seiji Osaka, en fait, a récupéré cette histoire, tu te rappelles, on en a parlé en décembre dernier, où le Pentagone aux États-Unis avait reconnu qu'entre 2007 et 2012, ils avaient tenu un programme d'études sur les ovnis et qu'on avait considéré peut-être comme une possible menace. Alors, Seiji Osaka s'est adressé au bureau du premier ministre japonais pour savoir est-ce que le gouvernement japonais avait un tel bureau, est-ce qu'il s'était lui-même occupé de la question des ovnis et est-ce qu'on avait un plan de réaction dans l'éventualité d'une éventuelle attaque. C'est non. Et la réponse, c'est non. Et on est tous rassurés, Christian Page. On avait vraiment besoin de cette information pour bien terminer notre semaine et commencer notre fin de semaine. Parlant de fin de semaine, ta conférence sur les enlèvements extraterrestres sera présentée demain soir à 19h30 à Montréal. Sur ton site Internet, les gens trouveront tous les détails. Merci, mon cher Christian. Merci à toi, Bernard. Et merci à Larry Dufresne qui est à la mise en onde et à la réalisation. Merci à Alexandra Marcoux à la recherche cette semaine, secondée par Fadois Lapierre et François Arnois. Maryse revient, je pense bien, la semaine prochaine. Et merci surtout à vous, les auditeurs. Il y a Paul Aude qui s'en vient, qui continue la journée avec son Québec maintenant. Dans un instant, on a eu une belle semaine. On se repose en fin de semaine. Salut tout le monde.